Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media, le média internet. Laurent Fent avec vous pour un nouvel espace thérapeute. Je suis ravi de vous retrouver. Notre invité aujourd'hui, il s'agit d'Olivia de Recourt. Olivia, bonsoir, bonjour. Il n'y a pas de temps sur internet. Bonjour à vous. Bonjour Laurent. Très heureux de vous accueillir dans le cadre de cette émission, Olivia. Merci de m'accueillir. Eh bien, c'est moi qui vous remercie vraiment parce que vous avez de la chance, bande de petits vénards. On va parler entre autres de Feng Shui. Alors, c'est la première fois que j'aborde ce sujet à l'antenne. Je connais le Feng Shui sommairement, hein. Je ne suis pas un professionnel, mais en tout cas les principes du Feng Shui depuis longtemps, j'adore ça, parce que c'est à mon sens une manière de parler de l'invisible, mais d'une manière très concrète. Alors avant qu'on rentre dans le détail, parce que vous ne faites pas que ça, vous êtes aussi énergéticienne, bioénergéticienne, vous travaillez à distance, vous travaillez aussi bien sur les lieux, mais pas que, vous avez plein d'outils, de techniques, on aura l'occasion de faire une vision d'ensemble, mais en tout cas la base, si je puis dire, de ce qui pourrait vous définir, un grand mot, hein, c'est le Feng Shui, en tout cas votre premier amour, s'il en est. Donc ça va être l'occasion pour nous de voir un petit peu votre parcours, Olivia, de voir ce qui vous a animé. Comment est-ce qu'on en arrive à être qui vous êtes et à proposer ce que vous proposez. Alors, par où commencer, ça serait la question. J'ai là mentionné différents qualificatifs. J'aimerais que vous puissiez vous définir. Comment est-ce que vous définissez aujourd'hui quand vous vous présentez aux gens ? Alors aujourd'hui, donc je me définis depuis quelques années maintenant comme énergéticienne pour la personne et son espace. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, j'ai plusieurs outils sur lesquels voilà, j'ai été formée et surtout que j'ai expérimenté et je me sers à peu près de tout au jour d'aujourd'hui. Et en fait, le fait de travailler sur les espaces permet également de travailler sur la personne en profondeur, ou en tout cas permet à la personne elle-même de travailler en profondeur sur elle-même. Pour ceux et celles qui nous écoutent, Olivia, je vais donner tout de suite votre site internet. Ça leur donnera peut-être, s'ils le souhaitent, l'occasion en même temps qu'ils écoutent cette émission, d'aller jeter un coup d'œil. Oui. C'est très simple, oliviaderecourt.com. Voilà. Tout simplement, recours, je vous l'appelle, R-A-U-C-O-U-R-T. Olivia de Recourt, toutattaché.com. Alors, comment ça se passe, Olivia, parce que vous êtes une femme qui a eu un premier mariage, vous avez eu 2 enfants qui sont maintenant grands, qui ont plus de la vingtaine, qui suivent leur propre parcours, vous êtes en couple aujourd'hui, vous avez eu l'occasion de vivre, j'allais dire, plusieurs vies. Et ce qui serait peut-être intéressant, c'est de parler un peu de l'ancienne. En tout cas, peut-être dans une certaine mesure. Par exemple, savoir un petit peu le climat familial dans lequel vous avez grandi. J'adore des personnes, enfin les gens en général, mais des personnes qui ont un certain âge et qui ont eu l'occasion de bifurquer. Et d'autant plus des personnes qui étaient, on va dire, assez bien dans le moule. Et qui à un moment donné, je ne sais pas comment ni pourquoi, ça c'est vraiment personnel, il y a un déclic, et puis la vie change, bascule, et là il y a un investissement, une énergie qui est donnée dans ce nouveau départ, qui, je sais pas, qui abreuve, qui étanche une soif intérieure, où finalement la personne se découvre vraiment telle qu'elle est. Et ce qui pas mal votre cas, enfin je dis ça de ce que j'ai pu en écouter de notre entretien avant cette émission. Donc, le fait de partir un petit peu de votre enfance, de voir un peu quelles sont les énergies qui vous ont alimenté, dans lesquelles vous avez baigné. Alors je ne sais pas si j'ai été vraiment dans le moule, comme on dit. J'ai eu une enfance qui n'était pas très heureuse, en tout cas avec, pour ma part, pas mal de tristesse. Mais ce qui m'a caractérisée, je pense, c'est d'avoir été obligée de m'ouvrir au changement en permanence. J'ai déménagé avant 20 ans plus de 20 fois. Voilà, donc j'ai en fait développé, sans le savoir, à l'époque, une certaine sensibilité aux lieux. C'est-à-dire, en fait, j'ai dû m'adapter aux lieux et faire en sorte que les lieux dans lesquels j'allais habiter m'accueillent au mieux. Mais ça, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard. Une certaine souplesse aussi, hein, parce que
cette adaptabilité dont vous parlez. Voilà, adaptabilité en tout cas, changement. une forme de souplesse effectivement, alors que certainement j'étais plutôt quelqu'un de réservé et plutôt très renfermé, et la vie m'a obligée en fait à m'ouvrir peu à peu. Ouais, voilà. Pas le choix. Voilà. J'ai continué en fait sur cette lancée-là. J'ai déménagé pas mal de fois après mes 20 ans et j'ai continué un petit peu cette façon de vivre dans mon travail. Et avec le recul, je me suis rendu compte que j'avais besoin dans les entreprises que j'intégrais. Donc j'ai fait au moins 15 métiers différents dans au moins 15 entreprises différentes, c'est même peut-être plus que ça. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin d'être en mode apprentissage découverte, que je ne pouvais pas fonctionner en mode routine, en fait, c'était juste impossible. Bah ouais. Et que j'avais aussi besoin de développer des relations humaines épanouissantes et agréables. Qu'est-ce qu'il en est du climat familial? Et j'entends par climat peut-être plus les influences peut-être religieuses ou spirituelles, cartésiennes peut-être, j'en sais rien, mais l'esprit de la famille c'était un peu quoi? Qu'est-ce que vous avez reçu? Alors, rien au niveau spirituel, je dirais. Après, j'ai quand même eu une éducation qui était en partie basée sur la religion catholique, puisque j'étais dans des écoles privées, notamment tout le primaire. D'accord. Mais bon, à l'époque, par exemple, je n'avais absolument pas compris ce qu'on pouvait qualifier d'âme. L'âme, pour moi, c'était quelque chose qui partait quand on mourait, et c'est à peu près tout ce que j'en avais compris. C'est pas du tout ce que je ressens aujourd'hui. Et que dire d'autre? En tout cas, j'étais élevée dans une famille qui avait pas du tout, qui m'a pas du tout ouverte ni à la spiritualité ni à l'ésotérisme, et même pour qui c'était quelque chose de. Donc athée. Athée, la famille. Oui, enfin, pas du tout pratiquante en tout cas. Gnostique alors peut-être plus. Ouais, on n'en parlait pas en fait. D'accord. Voilà. Et est-ce que ça implique pour vous, de la jeune femme que vous étiez, d'avoir finalement sur le sens de la vie, c'était quoi pour vous? À quoi ça sert la vie? Le sens de la vie pour moi c'était un peu la vie c'est dur, il faut avancer et puis tu vas y arriver. Mais quand même, la vie, c'est dur. À quoi? Tu vas y arriver, mais à quoi? C'est ça? À une forme de modèle qui n'était pas du tout le mien et qui était celui de la société. C'était donc ça, arriver à faire carrière. Carrière, voilà. Mari, enfant, maison, un peu classique, quoi. Oui, assez classique néanmoins. Ouais. Pas facile pour quelqu'un qui déjà a déménagé 20 fois avant ses 20 ans, d'avoir cette vision de je veux une stabilité. Édulcorée, en tout cas celle que nous souhaiterait la société. La société, voilà, tout à fait. Pas forcément évident. Pas de questions d'ordre existentiel sur justement la spiritualité, sur le sens profond de la vie. Non, pas tellement. En fait, j'avançais comme je pouvais, avec ce que j'étais, voilà, non, je me posais pas ce type de questions, c'est vrai. 15 métiers différents. Jusqu'à quel âge, les 15 métiers différents? Jusqu'à, on va dire, 45 ans. 45 ans. Ouais. Le dernier métier en date? Responsable commercial dans un organisme de formation et de consultant. Et donc, je vendais des coachings, des formations. Intéressant le dernier, en tout cas, pour faire la transition qui va nous amener à ce qui vous êtes aujourd'hui. On sent qu'il y a quelque chose de mûr, si je puis dire. Un peu la pomme qui est prête à tomber de l'arbre, peut-être. Oui, et puis une impression pour moi d'avoir fait le tour de ce que l'entreprise pouvait m'offrir. Alors, cette entreprise-là, mais l'entreprise au sens large, en fait. Sachant que je n'ai pas fait d'études poussées, j'avais juste un bac. Voilà, je sentais que j'étais au bout de quelque chose. Et comme il y avait cette envie de découvrir qui restait présente et que je ne trouvais plus dans l'entreprise ce que je voulais, eh bien, j'ai complètement bifurqué en trouvant un livre sur un marché. Un marché, donc le samedi matin, on va faire ses courses. C'est exactement ça, ouais, tout à fait. Donc c'était un livre sur le feng shui, on va dire que c'était un livre sur le feng shui populaire, mais qui a capté toute mon attention et qui a finalement décidé d'un grand changement dans ma vie, qui a pris 4 ans. Hein. On va rentrer dans le détail. Ouais. Alors je trouve ça intéressant pour moi parce que forcément avant qu'il y ait ce saut ou cette prise de conscience, il y a toujours des indices qui sont là, qu'on ne voit pas de prime abord, mais qu'on voit a posteriori. Déjà, si vous pouviez qualifier l'ensemble des caractéristiques de ces 15 métiers, les points communs de ces 15 métiers, parce que là vous nous avez dit le dernier, mais finalement qu'est-ce qui faisait que l'essence qui vous caractérisait, c'était quoi? Adaptabilité, on aura compris, oui. Mouvement.
mouvement, ouverture à l'autre, chose qui n'était pas forcément spontanée ni naturelle chez moi, parce que j'étais très, très réservée et qu'en fait j'ai toujours été commerciale. Et donc j'ai été obligée de m'ouvrir, voilà, et d'être à l'écoute pour pouvoir faire mon métier. Ça pour les 15 métiers. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques? Il y en a sûrement d'autres, mais j'ai pas. D'accord, je posais la question pour voir si chez vous c'était une évidence ou pas, finalement, de ce que vous êtes aujourd'hui, de ce qui était déjà quelque part là en germe. En tout cas, le fait de découvrir et d'apprendre, c'était, en fait, je pense que c'est ça qui était le plus mon moteur. Alors je reviens, parce que c'est quand même pas anodin, c'est-à-dire que si je suis commercial pour proposer à des services d'entreprise, des coachs divers et variés, il existe toutes sortes d'approches dans le coaching, toutes sortes d'outils, si je puis dire. Exemple de la PNL qui aujourd'hui est le b.a.-ba, j'allais dire, pour tous ceux qui sont dans les entreprises et qui font du coaching, mais pas que, bien évidemment. Donc on pourrait penser qu'en étant ce commercial-là, vous aviez accès à toutes sortes de pratiques, de techniques qui peuvent exister. Est-ce qu'il y en a certaines qui vous séduisaient déjà un petit peu quand peut-être vous parliez avec des pas des commerciaux, pardon, des coachs ou vous êtes dans le milieu, donc forcément vous avez écho à ces genres de pratiques. Ouais. Donc effectivement, oui, j'ai eu accès à différents stages, notamment un premier stage qui a été déclencheur de quelque chose qui s'appelait efficacité professionnelle et développement personnel et qui s'appuyait sur la PNL. Donc ça m'a ouvert les yeux sur le fait qu'on pouvait changer un certain nombre de choses et que la vie n'était pas que dure. Et puis après, j'ai eu effectivement accès à d'autres outils qui étaient enseignés par les consultants ou coachs que je vendais en fait auprès d'entreprises. Et notamment certains outils comme le triangle dramatique, le triangle de Karpman, qui m'a servi peut-être de base et de socle à observer mon propre fonctionnement et à observer la vie d'une façon un petit peu différente de ce que je voyais à l'époque. Donc bourreau, victime, sauveur. D'autres outils aussi. Donc le triangle bourreau, victime, sauveur. Oui, bourreau, victime, sauveur, absolument. La roue du changement ou la roue du deuil. Enfin, il y a la pyramide de Dilts. Enfin, j'ai touché un certain nombre d'outils qui m'ont ouvert à tout ça. Bah oui, c'est pour ça que ce que je ne saisis pas, si je puis dire, c'est que vous aviez cette palette d'outils. Et c'est en allant faire vos courses sur un marché qu'il y a cet appel pour une pratique qui n'est pas de l'Occident, pardon, oui. Parce que toutes les pratiques coaching, ça vient vraiment de l'Occident, États-Unis, pays anglo-saxons, bref. Là, on parle de Feng Shui, un art japonais ou chinois. Chinois. Donc qui nous vient d'Orient et qui est assez obscur parce que là, on parle d'énergie. Or, je ne sais pas dans le coaching si on aborde ces notions d'énergie, je parle au coaching d'entreprise. Ouais, pas tel que je l'ai abordé, effectivement. Voilà. Donc, ma question, parce que j'ai déblayé un peu le terrain, c'est pourquoi choisir une pratique qui est un peu obscure, qui nous vient des mystères de l'Asie, alors que vous avez connaissance de par votre métier, toutes sortes d'outils qui sont très pragmatiques, qui font appel à la psychologie humaine. Donc, pourquoi ce choix ? Et bien justement, parce que dans ce que j'avais vu auparavant, peut-être manquait ce qu'on pourrait appeler un liant, qui est cette notion justement d'énergie universelle qu'on appelle le Qi en Feng Shui, mais qui finalement va se retrouver dans toutes les pratiques alternatives qui existent. Et en fait, c'est cette notion-là dont j'avais aucune idée qui a été mon moteur en fait pour aller voir autre chose. C'est ce concept d'énergie universelle. Qui vous a interpellé. Voilà, qui m'a interpellé, qui m'a captivé, capté. Oui, tout à fait. Quand vous me parlez de votre réserve, l'image qui me vient tout de suite, c'est, si ça se trouve, elle a été une chinoise, femme, il y a de ça plusieurs siècles, et que les concubines chinoises étaient très discrètes, ne disaient rien, restaient dans leur coin, à leur place, soumis au patriarcat, si je puis dire, ou peut-être même une nonne. C'est l'image qui aurait pu venir. Il y avait ce côté-là, et puis là, cet appel vers une sorte de résonance
avec l'Asie, cette énergie universelle, le Chi, le Ki au Japon, ou le Prana en Inde. Est-ce que pour vous, ça avait de prime abord une résonance, j'allais dire, un peu occulte, bizarre, ou alors quelque chose de beaucoup plus profond qui vient en lien peut-être à une certaine forme de spiritualité, de connexion au divin? Alors en fait, la première approche que j'en ai eue, je me suis dit déjà pourquoi pas. Donc ça a été ma première. Je me suis dit après tout pourquoi ça marcherait pas. Et en fait, ce que j'ai ressenti au tout début, ou ce que j'ai accepté de ressentir au tout début, c'est que ça ressemblait à une forme de magie. Et je savais, ça semble magique de déplacer des objets ou de mettre des couleurs pour pouvoir en fait changer une partie de sa vie. Et en fait, c'est bien plus tard que je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est magique dans le sens où en fait, si on écoute son âme et qu'on la laisse agir, donc l'âme qui agit, bah, effectivement, on est en mesure, voilà, de faire de la magie, mais au sens voilà, de l'âme qui agit. Tout à fait. En tout cas, je suis bien en résonance avec ce que vous venez de dire. Quelle définition vous pourriez donner justement aux internautes qui découvrent le Feng Shui, qui en ont peut-être entendu parler, mais vous êtes une professionnelle, la définition qui vous viendrait à l'esprit? Alors, la définition qu'on va trouver dans tous les livres, c'est en fait l'énergie de l'eau et du vent que l'on peut être amené à dompter, à capter. Moi, je dirais qu'en fait, c'est vraiment un art de vivre et c'est une façon en fait d'apprendre à faire fonctionner les énergies qui peuvent arriver chez nous. Donc, de par l'extérieur, des énergies se présentent à nos maisons, parce que nos maisons, nos appartements ou nos bureaux, parce que notre espace a été construit à un endroit précis, avec une orientation précise et dans un temps donné, dans une année donnée. Et bien en fait, cette maison dispose de certaines énergies. Et ces énergies, en fait, si je sais qu'elles sont là, et bien en fait, je peux apprendre à les capter et à les orienter vers ce que je veux voir venir dans ma vie. Alors, vous me donnez beaucoup d'éléments. Alors, c'est super. Beaucoup d'éléments, oui. Exemple, toutes les églises, lieux saints, en France, comme en tout cas en Occident, ont été construits sur d'anciens sites rituels païens, et qui se sont avérés avec le temps. On a découvert ça sur ce qu'on appelle des laits, donc des lignes magnétiques du réseau Hartmann. On estime que ce sont comme des portes d'entrée, des vortex. Et c'est pour ça qu'il est dit que l'orientation d'une église, avec la manière dont les portes pourront être placées, etc., vont être l'occasion de faire circuler les énergies d'une manière particulière pour que soit l'énergie du ciel ou de la terre puisse rentrer en communication. Exemple, le Mont Saint-Michel. Bon. Maintenant, ça a été fait en conscience. Et quand je dis en conscience, peut-être dans le but, pour le pouvoir catholique, de pouvoir éradiquer les croyances païennes et avoir un ascendant sur elles, donc le fait de... Alors, consciemment ou pas, j'en sais rien, peut-être. Mais, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, au regard de notre modernité, c'est qu'on construit une maison et on se moque totalement de savoir si c'est sur une ligne de ce réseau Hartmann. On se moque de savoir s'il y a des courants d'eau en dessous ou des veines de certains minerais. On se moque de savoir si c'est à l'est, à l'ouest, etc. Ça se fait un peu en fonction de l'architecte, de certaines considérations urbaniques, de l'urbanisme, pardon. Et voilà, donc tout ça pour dire quoi? C'est que les gens sont amenés à vivre, à habiter dans des maisons, des immeubles, des locaux, où il n'y a pas de choix. On prend l'habitat tel qu'il est, avec les énergies qui y sont, sans de surcroît qu'on ait conscience qu'il y a telle ou telle énergie. Donc, ma question pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est déjà, comment peut-on savoir, y a-t-il un moyen de savoir, sans faire appel à quelqu'un comme vous, donc versé dans l'art du Feng Shui, de savoir si mon habitat est, entre guillemets, c'est un grand mot que j'ai utilisé, sain?
La première chose à faire, en fait, c'est de faire confiance à son ressenti, voilà, pour choisir un lieu. Après, par rapport à tout ce que vous avez dit, il y a beaucoup de choses en fait qui entrent en ligne de compte. Et déjà, en fait, on peut faire la distinction entre la géobiologie et le feng shui. En tout cas, chez nous, on fait cette distinction géobiologie et feng shui, alors qu'en fait, à l'origine, c'était une seule et même science. Les maîtres feng shui faisaient aussi de la géobiologie. Alors qu'aujourd'hui, en fait, le feng shui va avoir on va faire une observation qui est de l'ordre du visuel, et la géobiologie, ça va être plus les énergies subtiles. Et vous faites aussi, je crois, je fais les deux, et pour moi, c'est complémentaire. Ouais. C'est complètement complémentaire, et même si on fait du feng shui sur un lieu qui n'est pas sain d'un point de vue géobiologie, c'est-à-dire qu'il y a trop de failles, de l'eau, etc., on n'obtiendra pas de résultat en feng shui parce que la base n'est pas suffisamment saine. D'accord. Fait, voilà. Donc si on n'a jamais fait ni de feng shui ni de géobiologie, on va choisir en fait le lieu en fonction de son ressenti en général. Et alors ce qui est surtout intéressant, c'est de savoir qu'on ne choisit jamais un lieu par hasard, de même qu'il n'y a pas de hasard dans la façon dont on mène sa vie et dont on vit un certain nombre d'événements. Et donc de toute façon, le lieu qu'on a choisi va forcément nous aider à avancer vers qui on est profondément. Quel que soit le lieu, même s'il est lourdement chargé, il va forcément avoir un impact et un rôle en fait dans notre vie. Comment vous l'expliquez ? Pourquoi est-ce qu'on choisirait un lieu qui est mal orienté, qui est mal, enfin je sais pas, où les énergies justement sont beaucoup peut-être en tension et pas dans quelque chose qui circule, qui est ouvert. Simplement parce qu'en fait on a des choses à travailler en lien avec ces énergies dites négatives qui arrivent dans nos vies, mais qui en fait sont pas négatives, mais sont en fait des révélateurs des révélateurs pour nous, pour avancer dans notre vie. Alors c'est vraiment comme ça que je vois les choses, c'est-à-dire qu'en fait nos espaces sont vraiment le reflet de nos intérieurs, mais comme la vie est le reflet de notre intérieur. La vie nous renvoie sans arrêt des images, des symboles, des événements, des relations qui nous font avancer. Voilà, ça c'est une vision en fait. Mais ouais, de toute façon, je crois que, vous me dites si je me trompe, mais que la vision justement des Chinois par rapport à cette notion du feng shui est tout à fait en reflet de ce que vous venez de nous dire, à savoir que l'intérieur étant le reflet de l'extérieur et inversement, il y a une notion de va-et-vient, et ce que vous venez de dire est extrêmement important. Nos habitats sont le reflet de nos intérieurs. Et en même temps, quand on parle de notre habitat, on dit regarde mon intérieur comme il est beau, sans peut-être avoir conscience que cet intérieur-là est le reflet de cet intérieur-là. Oui, tout à fait. Donc c'est... alors, ce qui est intéressant, c'est que vous venez de nous dire que quelque part, qu'importe la maison qu'on choisisse, l'habitat qu'on choisit, si ce dernier a des énergies qui peuvent être très fortes ou dures ou dites négatives, c'est pour nous aider à travailler des énergies qui sont en nous et qui sont bloquées en fait. Oui, absolument. C'est exactement ça. C'est en fait alors ce qui est intéressant en fait quand on fait appel à la géobiologie et au feng shui ou les deux, c'est vraiment en fait de savoir que on va travailler sur ces blocages, mais de façon en fait beaucoup plus rapide que si on laissait faire la vie. Parce que la vie, en fait, de toute façon, les choses vont se dérouler, mais après on a le choix d'être acteur en fait dans ce déroulement, ou le choix d'être passif et finalement de laisser venir les difficultés. C'est-à-dire qu'en fait, en travaillant en géobiologie et en feng shui, en fait, on va pouvoir. Alors c'est pas un contrôle parce que c'est pas non plus de cet ordre-là, mais on va pouvoir vraiment progresser plus rapidement. En fait, quand on travaille en géobiologie, en feng shui, on va faire monter énergétiquement, vibratoirement le lieu. Et donc le lieu va nous amener cette bonne énergie et nous rapprocher de qui l'on est vraiment. Est-ce que d'un point de vue scientifique, parce que je ne sais pas comment travaillent les Asiatiques par rapport à ça, est-ce que d'un point de vue scientifique, on peut mesurer, puisque vous parlez d'énergie, le taux, si je puis dire? Est-ce qu'il y a une échelle qui permet d'avoir une référence? Est-ce que c'est considéré comme une approche scientifique, ou ça reste encore, peut-être aujourd'hui, dans un cadre de spécialiste par rapport à cette échelle? Alors l'échelle en fait et la mesure, elle va être plus géobiologique avec la notion d'unité bovis, la convention unité bovis. En feng shui, en fait, la mesure, elle va être sur les résultats.
C'est-à-dire qu'il y a d'une part le travail que je fais moi, qui effectivement est un travail très mathématique, qui est basé sur des référentiels, sur l'observation de la nature, qui a des millénaires. Enfin voilà, il y a vraiment toute cette notion-là. Mais après, la façon de mesurer le lieu, c'est pas du tout comme en géobiologie, ça va être sur les résultats. En fait, je veux travailler sur mes relations, une relation amoureuse, ma carrière, etc. Donc, moi, en tant qu'experte en Feng Shui, je vais aller analyser, en fait, quelles sont les énergies qui arrivent et sur lesquelles on peut agir. Et je vais apprendre à la personne à agir elle-même sur ces énergies. Voilà. Donc, vous êtes en train quand même de dire que, en travaillant sur l'extérieur, sur notre habitat, ça va nous permettre de travailler en nous, puisque intérieur, oui. Voilà. Notre intérieur. Ouais, donc c'est une manière de... S'il s'agit de faire un travail de développement personnel, puisqu'on parlait de coach, de coaching au début, bon c'est intéressant. Si, en fait, vous coachez l'agencement des ondes de forme de notre habitat pour que ces dernières puissent agir sur notre intérieur et faire sauter, entre guillemets, les blocages que nous avons en nous d'ordre émotionnel, psychologique et autres. Oui, c'est exactement ça, mais en réalité, c'est la personne elle-même qui travaille sur elle-même. Puisque, alors, la différence aussi entre la géobiologie et le Feng Shui, donc les deux sont complémentaires. Effectivement, en géobiologie, je vais être seule à faire le travail, c'est-à-dire qu'en fait, je vais m'occuper de neutraliser tous les phénomènes qui dérangent. Comme quoi, par exemple, phénomène par exemple, s'il y a de l'eau qui passe sous la maison, en profondeur, l'eau, en général, le plus souvent, elle est plutôt fatigante, et donc elle va enlever de la vitalité aux personnes. Alors si en plus c'est de l'eau, donc l'eau est en soi fatigante, et qu'en plus c'est de l'eau polluée qui provient des déchets d'une usine ou bien d'un ancien cimetière, ouais. Enfin, voilà, ce genre de choses. Donc on va pouvoir neutraliser ce phénomène-là, ou des phénomènes de failles géologiques qui, de par soit l'écartement qu'il peut y avoir entre deux bouts de terrain en sous-sol, soit de sols différents, par exemple de l'argile et de la roche, vont créer une émanation qui va être néfaste pour l'homme parce que trop puissante. Les failles sont vraiment quelque chose de très puissant, négativement, énergétiquement parlant. Donc j'ai perdu le fil en fait de ce que j'étais en train de dire. Oui, donc en géobiologie, c'est ça. Donc c'est moi qui vais en fait faire le travail. Et la seule chose que la personne aura à faire, c'est quand même d'avoir la conscience que le lieu désormais rayonne quelque chose de plus. En général, elle va le sentir parce qu'elle va mieux dormir, elle va être moins fatiguée au réveil, etc. Et le Feng Shui, en fait, la personne s'engage à un vrai travail de fond. Et sur la durée, elle va mettre en place en fait les préconisations sur plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, pour voir les résultats arriver peu à peu. Mais en tout cas, ça peut changer vraiment la vie. Moi, ça a changé complètement la mienne. Alors, il y a plusieurs choses. On a parlé de l'habitat. Donc l'habitat, on rentre dans un habitat qui finalement on l'achète ou on s'y place. C'est pas un hasard, c'est une sorte de reflet qui nous montre de là où on en est, ok. L'autre élément qui, à mon sens, est à prendre en considération, c'est que l'agencement des pièces, ça, il est ce qu'il est, en fonction de la luminosité, etc. Tout à l'heure, vous avez parlé des couleurs. En même temps, je serais intéressé de savoir en quoi les couleurs nous renvoient au Feng Shui. Je serais intéressé de savoir, finalement, dans un salon, est-ce qu'il y a une position, j'allais dire, idéale pour placer la table, les chaises, le canapé, la télé, etc. En dehors des prises indispensables pour brancher Internet ou autre. Enfin bref, est-ce que ces considérations, vous les prenez en globalité, j'allais dire? Est-ce que c'est important de la disposition du canapé ou de la table? Alors en fait, c'est vraiment propre à chaque espace, c'est-à-dire qu'on va pas proposer des préconisations pour tous les salons, etc. Donc en fait, en fonction de chaque espace, on va faire la proposition, la préconisation qui convient pour cet espace-là, pour ces personnes-là, parce qu'en fait, les données de naissance, l'heure de naissance, en fait, ont un impact sur le Feng Shui, c'est-à-dire en fait, en fonction des énergies que l'on a reçues à la naissance, on a des besoins particuliers pour pour mener à bien notre vie, pour notre développement, pour notre évolution.
Donc voilà, après il y a des préconisations, je dirais, qui sont valables un petit peu pour tout le monde, mais ce sont celles qu'on va trouver dans tous les livres, mais qui ne vont pas être aussi précises que lors d'une étude feng shui détaillée. C'est-à-dire qu'il y a un système que l'on appelle le système des étoiles volantes, qui est assez complexe à calculer. Joli, hein, ça, oui, c'est joli. Ouais. Qui est assez complexe à calculer et qui va en fait être très déterminant en feng shui. Mais par exemple, on devrait toujours avoir son canapé adossé, enfin pas forcément adossé, mais en fait avec un mur à l'arrière, plutôt qu'avec une vitre à l'arrière. Pourquoi ? En fait, c'est même pas que du feng shui, c'est de la logique, c'est que notre cerveau reptilien a peur d'une ouverture derrière nous, et donc du coup on n'est pas tranquille si on est dans un lieu où à l'arrière on n'a pas cette assise et cette sécurité. Voilà. Ça c'était votre première question. Voilà. Oui, je mentionnais aussi les couleurs. Et les couleurs en fait sont en lien avec ce qu'on appelle les 5 éléments. En feng shui, les 5 éléments qui normalement devraient s'appeler 5 phases et 5 mouvements, et en fait qui sont des éléments dont on va se servir pour augmenter la qualité énergétique d'une pièce. En fonction de l'endroit où l'on se trouve, en fonction donc, de ce dont a besoin la personne, en fonction des énergies qui arrivent, on va avoir besoin en fait d'accentuer. Les 5 éléments sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et on va avoir besoin en fait d'amener plus de feu par exemple, ce qui va amener de la joie et de la conscience, ou plus de terre, ce qui va amener en fait une certaine stabilité, solidité, assise, voilà. Plus de métal, où là en fait ça va être plus une forme de logique en plus, et puis aussi du tranchant, une capacité de décision. Enfin, en fait il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre derrière chacun des éléments. Et pour finir, donc l'eau va amener une certaine fluidité, mais aussi une forme de sagesse et de la communication. Je parle un peu vite. Et le bois, en fait, va amener, on aurait dû commencer par le bois, va amener en fait de la vitalité, de la créativité, une envie de démarrer des projets. Voilà. Donc en fait, chaque élément, enfin, on pourrait en fait écrire tout un livre juste sur les 5 éléments, mais chaque élément en fait va avoir un sens dans la façon dont on va le mettre dans la maison. Au regard des autres. Voilà. On va mettre au regard de ce qui existe déjà et des énergies qui sont en présence. Et on va mettre soit une touche d'un élément, ça va être un coussin, une bougie, ou alors vraiment amener beaucoup de l'élément, où là on va peindre carrément un mur d'une couleur. Alors j'aimerais comprendre, parce que pour ceux et celles qui vous écoutent, dire, mais est-ce que c'est pas un peu en rapport avec la superstition, toute cette histoire, et notamment en lien avec le chi dont on parlait au début. C'est invisible cette énergie. Ouais. Je renvoie au livre de Maxence Laillé, L'énergie secrète de l'univers, très très bon livre pour en savoir davantage. Mais quand on parle du chi, on pourrait déjà entendre que c'est vraiment en lien avec une philosophie qui est celle de l'Asie, avec donc cette vision que les Chinois peuvent en avoir, et qui s'appuierait sur quelque chose peut-être d'un peu plus, pourrait-on penser, terre à terre. Or, quand là vous nous décrivez ces 5 éléments et de ces énergies, ça pourrait paraître peut-être un peu plus flou. Donc, est-ce que ça veut dire que le chi, nous définir peut-être ce que c'est, ce que vous en avez compris, vous parlez d'énergie universelle, mais peut-être à rentrer dans le détail, et finalement sur le fait que de ces 5 éléments, est-ce que c'est les composantes du chi, que le chi est composé de 5 éléments ? Oui, alors non, c'est pas exactement ça. Alors, donc déjà, le chi, en fait, donc énergie universelle, c'est une forme de philosophie ou de concept qui détermine que déjà le vide n'est pas du vide, mais qu'il est en fait composé d'énergie, composé de l'émanation des mondes minéral, végétal, animal et humain. Et en fait, c'est une sorte de réseau d'informations, comme une gigantesque bibliothèque qui va conduire de l'énergie à différents endroits et en fonction en fait de différentes situations. Donc ça, est-ce que c'est clair ? Oui, ouais. En Europe, en Europe ou les pays occidentaux, on appellera ça l'éther. L'éther, voilà, les Indiens parleraient de prana, ouais. Voilà, c'est cette notion-là en fait que finalement les mondes minéral, végétal et animal et humain en fait
émane de l'information et que cette information en fait est transportée partout. Et quand on sait utiliser cette information, en fait, on peut quand on apprend à l'utiliser, en fait, on peut s'en servir. Voilà. Après, non, le chi, c'est pas les 5 éléments, pardon, sont pas en fait une façon sont une façon. En fait, c'est une observation de la nature et notamment c'est une observation de la Terre par rapport au Soleil. Donc, c'est vraiment une observation des forces de la nature et en fait, on va pouvoir aller amplifier ces 5 éléments, donc en fait ces forces, pour finalement modifier quelque chose dans notre intérieur. D'accord, Voilà. je comprends un peu mieux. Ouais, 3 ans d'études. D'ailleurs, on parle de 5 éléments, mais au départ c'est une mauvaise traduction parce qu'en fait on devrait parler de 5 phases et 5 mouvements. Et en fait, ces éléments peuvent décrire les organes humains, la morphopsychologie, le caractère, les émotions, et bien sûr les saisons, les heures de la journée, etc. Donc c'est vraiment, ouais, d'accord. C'est comme des poupées russes, l'infiniment grande dans l'infiniment petit, oui, inversement. c'est ça, micro, macro. Ouais. J'aimerais savoir 3 ans d'études pour faire... Alors, c'est pas 3 ans d'études à temps plein, mais en fait, c'est même peut-être plutôt 4 ans en fait, de séminaires divers et variés, et surtout, à chaque fois, l'expérimentation sur ma propre habitation, bien sûr, et puis après, sur l'habitation de personnes de ma famille, de personnes, d'amis, de façon à vraiment valider et puis m'approprier en fait ces outils. Alors justement, j'allais vous demander, qu'est-ce qui vous a paru le plus difficile dans la compréhension de la philosophie, si on peut parler de ça comme ça, puisque vous parliez d'art de vivre tout à l'heure, de la philosophie, de ce que ça impliquait. Qu'est-ce qui vous était le plus difficile à intégrer ou à comprendre? Alors la notion de chi, donc en fait, elle a résonné en moi naturellement, donc je l'ai tout de suite comprise. Après, effectivement, ça reste quelque chose de compliqué au départ à apprendre, et du coup quelque chose qui peut être aussi compliqué aussi à expliquer. Quand on veut parler de Feng Shui en 1 heure, quand je fais une conférence ou même un atelier, j'ai mis par exemple longtemps à bien comprendre les notions de position et de direction, parce qu'en fait la position d'une pièce ou d'une personne dans une pièce est différente de la direction de l'énergie qu'on reçoit. Enfin voilà, c'est quelque chose qui nécessite d'être vraiment expérimenté pour être compris et pour être intégré en fait avec le temps. Mais c'est vrai que pour ma part j'ai mis relativement longtemps. Quand vous avez mentionné le fait que pour vous le Feng Shui était un art de vivre, j'y vois forcément une part spirituelle. Vous l'avez décrit dans quelques mesures sur le fait que voilà, le Qi est cette énergie non visible, immatérielle, mais qui compose tout notre univers, visible et invisible. Et donc qui rejoint, j'entends donc cette notion de la quête de sens, quête du sens, ou à cette transcendance, on peut l'appeler aussi comme ça. Alors que vous, ce n'était pas de votre première partie de vie, si je puis dire, c'était pas là. Donc j'aimerais saisir, parce que mine de rien, dès le moment où vous y êtes plongé, et ça remonte à maintenant il y a 10 ans. Oui, à peu près une dizaine d'années. Vous y avez plongé, mais pas à moitié. Vous y avez été à fond la caisse, parce qu'on verra, il y a d'autres choses que vous avez aussi abordées. Donc j'aimerais saisir, puisque vous parlez d'éprouver, de vivre en expérience, mais en lien avec cette transcendance. Qu'est-ce que vous avez compris que peut-être l'être humain était en lien avec ce monde matériel? Alors, pour moi, ça s'est fait vraiment de façon très progressive. Oui, j'étais effectivement pas forcément dans cette quête de sens. Par contre, j'étais dans une quête de mieux-être. Même si je suis pas partie d'un burn-out, d'une dépression, enfin rien de tout ça. Mais j'étais dans une quête de recherche, de sens, dans le sens où qu'est-ce que je fais là, même si ce n'était pas existentiel. Voilà, il me semblait qu'il pouvait y avoir quelque chose de plus.
Et voilà, et du coup, le feng shui m'a apporté un certain nombre de réponses par rapport à ça. En tout cas, je trouve que c'est déjà énorme d'intégrer, et pas tant d'une manière intellectuelle, mais dans son être, que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Et c'est vrai que de le voir avec notre habitat, c'est d'autant plus marquant qu'on constate qu'en changeant telle ou telle disposition d'éléments, il se passe ça en nous. Enfin, c'est gigantesque, j'allais dire, moi, limite un séisme dans la compréhension qu'on peut avoir de nous-mêmes. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas devenu quelque part peut-être psychorigide dans le côté faut que j'ai acheté un nouvel objet, un nouvel attention, est-ce que je le mets, etc. Tiens, je vais reprendre mes feuilles. Enfin. Alors, je ne crois pas être devenue psychorigide, mais en tout cas, j'y ai passé beaucoup de temps. Et surtout, j'ai aussi fait des erreurs. Je me suis trompée, parfois, avec des conséquences qui ont été tout de suite visibles dans ma vie. Donc ça, c'était intéressant parce que, par exemple, une fois, j'avais déplacé un aquarium et je ne l'avais pas mis au bon endroit. Et ça a été... d'ailleurs, ça a été le déclencheur pour finalement me décider à quitter l'entreprise dans laquelle j'étais. Et... il y a eu un conflit avec mes employeurs, alors que j'étais quelqu'un qui rentrait jamais en conflit. Et donc le fait d'avoir mis cet aquarium au mauvais endroit, je m'en suis rendu compte après, a provoqué en fait quelque part cette avancée pour moi. Mais voilà, quelque chose de relativement fort qui m'a fait prendre conscience que vraiment il se passait des choses, quoi, et qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi non plus dans ce qu'on décidait de faire. Est-ce que vous pouvez dire, pour ceux et celles qui nous écoutent, les choses rédhibitoires à ne surtout pas faire, de votre point de vue, lorsque on aménage un habitat? Alors, ne pas mettre un lit au-dessus d'une cuisinière, donc en fait une chambre au-dessus d'une cuisine, par exemple. D'accord. Éviter d'avoir sa tête contre des tuyaux d'évacuation, donc une chambre qui serait dos à une salle de bain. Éviter aussi alors ça, je sais que c'est très à la mode, mais éviter en fait d'avoir la salle de bain dans la chambre. Souvent, les gens mettent... ça peut être positif, mais ça peut ne pas l'être du tout. Donc, quand on ne sait pas, il vaut mieux éviter. Après, je dirais, avant de construire une piscine, consulter un expert en feng shui, parce qu'en fait, une grosse quantité d'eau a un impact très important sur le fait de capter les énergies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. En fait, si elles sont bonnes, en fait, le bien-être, etc., vont s'amplifier. Si elles sont mauvaises, ça va être une catastrophe pour la maison. Ça peut être une catastrophe pour la maison. Quoi d'autre? Les miroirs. Pas de miroir dans les chambres, de préférence. Après, éviter de garder des objets cassés. Surtout éviter de garder des objets qu'on n'aime pas. Parce qu'en fait, quand on pose les yeux sur quelque chose, ça a toujours un impact, qu'on s'en souvienne ou pas. Et si on garde le vase de la belle-mère qu'on déteste, pas la belle-mère, mais le vase, ouais. Et en fait, même si on ne s'en rend pas compte mentalement, quelque part dans notre corps, dans nos cellules, ça a un impact. Voilà. Après, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans les livres feng shui. C'est là où je voulais en venir. Ouais, alors c'est intéressant comme conseil, mais moi ce que j'ai envie de rajouter, c'est qu'en fait on peut toujours améliorer les choses avec le feng shui. Et il n'y a pas justement de choses qui soient rédhibitoires. J'ai encore jamais conseillé à personne de déménager. Et puis en plus, avant de déménager, il vaut mieux régler les choses qu'on a réglées dans le lieu. Et on peut toujours s'appuyer en fait sur un certain nombre de points positifs pour gommer les points négatifs. Voilà. C'est là où je voulais en venir quelque part avec les livres qui existent dans le domaine. Bon, aujourd'hui, les livres sur le feng shui, je ne sais pas si ça marche beaucoup, parce que sur Internet, bien évidemment, on peut trouver toutes sortes d'informations et peut-être croire, à tort ou à raison, je vais avoir besoin de votre point de vue là-dessus, que ça y est, bon non, j'ai vu sur Internet, j'ai lu des trucs et j'ai agencé ma maison, mon appart, ma pièce, comme ça, c'est bon, etc. Ça peut être un couteau à double tranchant, si je puis dire, peut-être, j'en sais rien, mais c'est ce que je me dis. Des fois, en voulant bien faire, parce qu'on aurait enfermé dans une généralité une information
alors que à vous écouter, c'est beaucoup plus subtil que ça, et que des fois, en voulant bien faire, on se met un boulet au pied. Ouais, alors moi j'irai pas jusque là parce que. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a toujours des possibilités d'améliorer les choses. Et bon, le niveau de ce qu'on peut trouver sur Internet ou ce qu'on peut trouver dans un livre est intéressant, mais ça reste un premier pas. Et en fait, en faisant une véritable étude, on peut vraiment arriver à améliorer les choses dans sa vie. Voilà. Après, le fait, par exemple, de trier, de ranger, d'épurer ce qu'on a chez soi, on ne peut pas se tromper. Je veux dire, se détacher en fait d'un certain nombre d'objets, ça ne peut pas être néfaste. Je pense que là où on peut faire en fait des erreurs, ce serait avec l'eau, notamment. Mettre un aquarium, parce qu'on a entendu dire que dans un livre, il faut mettre l'aquarium, je ne sais pas trop, hein, à l'est par exemple. Là, par contre, ça peut être, effectivement, ça peut être une erreur, comme j'expliquais en fait tout à l'heure pour mon cas, ça peut être une erreur. Ou alors de faire des travaux à un certain moment donné, dans un certain secteur de la maison, ça peut être aussi une erreur, mais qui ne sera pas non plus dramatique, voilà, mais qui peut amener en fait un certain nombre de désagréments. Ok. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un ou deux exemples de ce que vous avez pu observer pour une famille ou un homme, une femme, ou j'en sais rien, qui ont fait appel à vous et qui étaient peut-être dans une situation de blocage dans leur vie par rapport à professionnel, sentimental, enfin j'en sais rien, et de ce que vous avez vu, d'avoir compris tout de suite d'où venait le problème en regardant dans leur intérieur, et le changement a été radical, si je puis dire. Oui, j'ai en tête l'exemple d'une cliente que je suis régulièrement, en fait, parce que souvent je procède par tranche. Je fais souvent pas une étude complète du premier coup, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à assimiler et que c'est bien d'abord mettre en place les fondamentaux, puis ensuite dans une deuxième tranche mettre en place du feng shui plus avancé, puis enfin les secrets de maître chinois qu'on mettra en place que quand la personne aura compris en fait un certain nombre de choses. Et donc chez cette cliente qui avait du mal à quitter un conjoint qui était pas un véritable conjoint, parce qu'il avait, il avait une double vie, voilà. Donc déjà l'observation des énergies de la maison a vraiment montré la cohérence entre ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait accepté de vivre et la situation. Et donc ça a été intéressant de voir que effectivement les énergies qu'amenait la maison étaient vraiment les énergies pour vivre ça. Mais ça lui a permis aussi de faire un pas pour modifier les choses, donc en fait pour diminuer les énergies qui créaient cette situation en quelque sorte. Et puis elle avait aussi, cette personne, des problèmes relationnels d'une façon générale, et notamment avec son frère. Et en fait, donc alors l'étude lui a permis en fait de mettre fin à cette relation d'une part, de rencontrer quelqu'un d'autre, et puis en fait de renouer avec son frère, et notamment de partir en voyage avec lui. Enfin voilà, et les points qu'elle voulait voir se résoudre se sont résolus. Et vraiment la maison parlait, la carte énergétique de la maison disait. Enfin voilà, ces énergies-là arrivent et c'est ça qui provoque la situation et le mal-être entre guillemets actuel. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous décrivez, c'est là où on voit à quel point nous sommes des antennes, émetteurs-récepteurs, et que la plupart du temps ça se joue au niveau inconscient. Alors comme vous le disiez, la différence c'est que de toute façon la vie va faire en sorte de régler nos problèmes intérieurs avec les rencontres qui ont lieu à l'extérieur, mais là où c'est d'autant plus intéressant, c'est quand c'est fait en conscience, où ça peut aller plus vite de conscientiser les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez qu'il y a de plus en plus d'entreprises? Parce que là, on dit que le temps, c'est de l'argent. Hein. Alors pour celui ou celle qui est entrepreneur, qui veut certainement faire de bons investissements, encore peut-être pourrait-on penser, autant que mes bureaux, mon intérieur soit optimal si je veux faire un bon chiffre d'affaires. Et notamment s'il y a par exemple, à travers mes équipes de commerciaux, techniciens, etc., ça va pas. Est-ce que le Feng Shui peut permettre de rendre harmonieux l'ensemble?
sans même que peut-être les salariés le sachent. Mais l'entrepreneur le sait, lui. Oui, tout à fait. Hein, alors, par contre, ça nécessite bien sûr d'avoir en face de soi un chef d'entreprise qui a déjà une certaine ouverture et envie. Et puis, je dirais aussi qu'il serait important, avant de commencer par l'entreprise, de commencer par son habitat personnel. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il peut m'arriver d'intervenir en entreprise sans avoir travaillé sur la maison du dirigeant. Mais oui, effectivement, alors, la géobiologie va être super intéressante pour déjà faire un assainissement de toutes les énergies qui polluent, et notamment de tout ce qui est électromagnétique, parce qu'on y est soumis tous et tout le temps, mais en entreprise encore plus qu'ailleurs, avec toutes les machines, l'informatique, etc. Et puis après, effectivement, les salariés n'ont pas forcément besoin d'être au courant de ce qui se passe, mais ça peut être intéressant aussi de les sensibiliser à ça. Là, justement, je vais intervenir dans une entreprise qui fait une heure d'information à ses salariés sur le bien-être au travail et qui me fait intervenir, et je vais aller pouvoir parler de géobiologie et de feng shui. On ne va pas forcément mettre en place le feng shui dans l'entreprise, mais en tout cas, il y a cette ouverture et cette envie en fait, de sensibiliser les salariés dans un monde de consultants en fait, qualité notamment. Donc c'est intéressant d'avoir cette ouverture-là. En dehors de la disposition des meubles, tout à l'heure je parlais des couleurs, est-ce à dire que par rapport à une certaine problématique d'un point de vue de la circulation de l'énergie, vous pouvez demander de repeindre tel mur ou peut-être la pièce dans son intégralité pour pouvoir réharmoniser au mieux? Alors en fait, moi je vais en fait pas faire de choix quant à la façon d'amener l'énergie en question, mais je vais expliquer en fait, voilà, cette pièce-là a besoin par exemple de l'énergie de l'eau. Je vais expliquer pourquoi, les tenants, les aboutissants par rapport aux différentes énergies, et je vais expliquer après à la personne comment elle peut représenter l'eau dans cette pièce-là. D'accord. Donc ça va être par des représentations aquatiques, ça peut être aussi, il y a une différence aussi entre de la vraie eau, donc un aquarium ou une fontaine, et l'énergie eau, qui va être représentée par des couleurs très foncées, des formes ondulées. Et je vais donner des idées à la personne en fait sur la façon dont elle peut représenter cette énergie eau, mais je ne vais pas lui dire peigner le mur en bleu marine ou changer les canapés. Enfin voilà, c'est elle qui va décider en fait de ce qu'elle met, de ce qu'elle met en œuvre. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'elle mette en œuvre quelque chose qui lui plaît. Par exemple, de ne pas aller peindre un mur en rouge. Parce que le consultant Feng Shui a dit peindre en rouge, alors qu'on déteste le rouge, par exemple. Donc il y a d'autres façons, donc là, du coup, on est passé sur l'énergie feu, il y a d'autres façons d'amener, en fait, l'énergie, différentes façons, et ça reste le choix de la personne de vraiment installer dans son intérieur des choses qui lui conviennent et qui lui plaisent. Quelle serait la part de l'importance dans le Feng Shui du symbole, ou peut-être des mathématiques? Parce que vous parliez de calcul, mais c'est en fonction de la date de naissance, Pas seulement, en fonction aussi de l'orientation de la maison. Ouais. Donc il faut avoir les plans, hein, littéralement. Il faut des plans à l'échelle. Pour le feng shui, pour la géobiologie, un plan à main levée, c'est suffisant. D'accord. Donc oui, je parlais de... Il y a vraiment une intelligence, j'ai le sentiment, symbolique dans ce que vous transmettez à travers le feng shui. Y a-t-il une intelligence, j'allais dire, rationnelle, qui s'appuie sur les nombres, les mathématiques? Est-ce qu'il y a des calculs à faire de cet ordre? Je ne parle pas de la géobiologie, hein, je parle pour le feng shui. Oui, alors la base de l'étude, elle est très mathématique. C'est-à-dire que par rapport à l'orientation, on va aller chercher vraiment des informations de tout ce qui entoure en fait le lieu. Et ça, c'est fait vraiment à base de calculs mathématiques par rapport aux 8 trigrammes. Bon là, je commence à parler un petit peu des fondamentaux, mais donc on a parlé de Qi, on n'a pas parlé de Tao, mais en fait donc cette idée de macro, de micro, de tout, de un, etc. Et puis après, donc on va avoir les trigrammes, on va avoir aussi les hexagrammes. Donc là, en fait, on va passer sur l'utilisation du Yiking, où là, en fait, tout est basé sur des calculs au départ binaires, et en fait, avec le yin et le yang.
Bon, voilà, ça fait beaucoup de choses en fait à partager pour une interview, mais en tout cas l'origine du feng shui reste très mathématique. Après vient se greffer en fait la partie du ressenti, mais c'est seulement une fois qu'on a intégré tous ces calculs-là finalement. D'accord. En tout cas, ce que j'entends, c'est que le consultant n'a pas besoin d'intégrer ce que vous lui dites, si ce n'est les conseils, avec, chez vous en tout cas, vraiment une grande palette pour respecter la liberté de la personne, pour qu'elle soit actrice réellement des changements. Voilà, actrice de ce qu'elle met en œuvre. Et par contre, j'explique vraiment de façon précise quels sont les effets attendus, en fait, lorsque la personne va mettre en place telle ou telle préconisation. D'accord. Ouais. Et après, j'ai pas aussi parlé, mais c'est quand même quelque chose qui est très important, j'ai pas parlé tellement de l'environnement au niveau de l'importance du feng shui, mais l'environnement extérieur a aussi un impact très fort, les énergies qui arrivent de l'extérieur. Non, mais il n'y a pas de souci. Justement, je veux bien croire que, puisqu'on parle d'impact extérieur, je ne sais pas de quel ordre ils peuvent être. Moi, je pense notamment par rapport au climat, parce qu'on a parlé de ce qu'il y a dans le sous-sol, ça c'est une chose, mais il paraît évident que c'est pas la même configuration si on va parler d'une maison qui est dans le sud de la France, ou qu'une maison qui se trouve à Lille, avec peut-être la pluviosité qui est plus importante, ce genre de considération. Donc vous validez aussi ces éléments-là sur le climat. J'entends le climat, le temps, la météo. Le temps, oui. Alors on en parle peu en fait en feng shui, mais l'architecture en fait des maisons en général va être en lien avec le climat. Après, en feng shui, en fait, on va surtout s'attacher à observer où sont les ouvertures ou pas, et du coup, quelles énergies rentrent en fonction de ces ouvertures ou pas, en fait. Voilà. D'accord. Alors, feng shui, géobiologie. Je suis intéressé. Alors, il faut savoir pour ceux et celles qui nous écoutent, Olivia, vous venez d'Auvergne, puis de Dôme. Et si je souhaite faire appel à vos services, dans quelle mesure est-ce que vous seriez obligé de vous déplacer ou pas? Qu'est-ce qui peut être fait, peut-être par Skype ou autre, visioconférence, j'en sais rien. Voilà, entre la géobiologie et le feng shui. Alors, la géobiologie, en fait, peut se pratiquer, et d'ailleurs, je préfère la pratiquer à distance, même si je me déplace parfois chez les gens, de façon, en fait, relativement simple. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit de m'envoyer un plan. J'observe, en fait, à distance, la qualité énergétique du plan, et en fait, je fais en général en retour une réponse avec ce qu'il est nécessaire de faire en fait pour corriger toutes les perturbations au niveau tellurique, c'est-à-dire en fait au niveau des sols, au niveau physique, donc la maison en elle-même, et puis en fait au niveau cosmique. Donc ça se fait très facilement, enfin pour moi en tout cas très facilement à distance, et je le pratique presque quotidiennement en fait. Ouais. Je fais aussi, mais alors là c'est sur la région de Clermont-Ferrand, je fais aussi des ateliers en fait de soins collectif de géo-biorésonance. Parce que ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'en géobiologie, je m'appuie sur un outil qui me sert aussi pour les soins énergétiques, qui est un outil de biorésonance et qui me permet en fait d'envoyer des fréquences de correction qui sont très puissantes. C'est quoi l'outil en question? L'outil en question s'appelle Genius Insight. Donc il a été conçu par un Américain et en fait il sert à faire une photographie énergétique de la personne et surtout pas seulement à observer ce qui dysfonctionne, mais en fait à réinformer en fait le corps énergétique de la personne, et en fait avec le temps et avec le nombre de séances, les fréquences en fait vont pouvoir aller s'inscrire dans le physique de la personne. Alors, ça prend quelle forme concrètement? Alors, c'est un outil en fait tout simple qui est sur une application iPad ou je fais pas de pub, iPad ou
enfin une tablette. Et donc, si on travaille sur une personne ou sur une maison, on va rentrer en fait soit le plan de la maison, soit la personne. Et en fait, l'outil par rapport à la voix de la personne et par rapport à la photo, par rapport aux énergies de naissance, va faire une analyse détaillée de ce qu'il faut en fait rectifier, corriger chez la personne à ce moment-là, ou dans la maison à ce moment-là. Voilà. D'accord, mais ça, là, donc, là, ce que vous me dites, c'est l'occasion de faire le bilan, mais quand il s'agit d'envoyer la fréquence. Oui. Donc c'est à distance. Oui. Faites à distance, ok. Et quand vous parlez de l'iPad ou iPhone, enfin un écran, donc est-ce à dire que la personne écoute une fréquence? Alors, c'est pas obligatoire, mais effectivement, ça peut. Voilà. En fait, il y a plusieurs façons de fonctionner. Donc, on peut fonctionner. Moi, je fonctionne très souvent à distance, par exemple, avec des gens que je connais, sans que les personnes écoutent les fréquences. Mais bon, comme elles ont la confiance dans l'outil que j'utilise et dans ce que je fais, elles savent en fait qu'elles vont recevoir les fréquences et du coup, elles les reçoivent. Pour d'autres personnes, en fait, elles peuvent elles-mêmes avoir sur leur smartphone ou iPhone une petite application. Donc, je leur envoie les fréquences qu'elles vont elles-mêmes télécharger et écouter en réel avec un casque. Voilà, en fait. Non, ça, c'est énorme. Et comment sinon, voilà, les personnes peuvent aussi venir au cabinet et là, elles écoutent les fréquences avec le casque. Comment est-ce que vous avez eu connaissance de cette pratique qui s'intitule, donc je rappelle, Genius Insight? Ouais. Au départ par internet en fait sur le site de Manuel Sperling, qui est lui en fait le formateur, non pas le créateur mais en tout cas le formateur en France, parce qu'en fait c'est un outil qui est accessible à tout le monde et qui peut être utilisé tel qu'il existe, mais la formation naturo-quantique de Manuel Sperling permet de l'appréhender de façon beaucoup plus complète et profonde. Avec des connaissances en fait en naturopathie, voilà, mais en médecine traditionnelle chinoise. Enfin, ça mériterait en fait tout un. Et qu'est-ce qui vous a séduit? Enfin, vous l'avez essayé. Enfin, je veux dire, parce que moi, je n'avais pas entendu parler. Oui. Alors, en tout cas de la pratique en elle-même, oui. Enfin, je veux dire, ça, par exemple, la musicothérapie, on sait que les fréquences, tout est fréquence, tout est énergie, vibration. Donc, le corps et chaque organe a une certaine fréquence. Tout ça, je suis conscient de ça. J'ai abordé ça notamment avec des médecins russes qui ont mis en place ce qu'on appelle des machines quantiques diverses et variées, notamment en Allemagne, surtout à l'heure actuelle. Avec des effets qui sont bluffants. On parle de résonance. Il y a un nom, résonance. C'est pas fractal. J'ai plus le terme, mais ça me reviendra peut-être. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que si j'ai conscience de l'impact du son, au sens large du terme, comme oui, parce par que exemple. C'est plus que le son. Voilà, parce que là, ce que vous dites, c'est qu'il n'est pas nécessaire qu'elle les écoute forcément. Non. Donc, il s'agit de, quand elle ne les écoute pas, et là, ça pourrait titiller plus d'un qui nous écoute, c'est quoi le truc? C'est que vous l'écoutez pour l'autre, c'est quoi? Non, en fait, c'est bon. Déjà, donc la machine, l'application détermine un certain nombre de paramètres à rectifier, et ensuite est établie en fait une relation entre la personne et moi, entre la personne et la machine, entre moi et la machine, et en fait, il y a vraiment un échange d'informations qui se fait au niveau quantique. Voilà. Tout est dans l'intention. Ça, je ne dénigre pas ça du tout, et je sais que ça fonctionne par là. D'ailleurs, c'est comme ça que fonctionnent tous les 10 guérisseurs, qu'ils soient d'Indonésie, du Chili ou d'ailleurs. Enfin, le principe et l'intention est primordial. Moi, ce qui m'épate, c'est qu'en à peine 10 ans, vous soyez ouverte à ce genre de pratique, et que vous ayez eu l'occasion de l'expérimenter au point de l'intégrer en vous. Et quand je vous écoute parler, je ressens à quel point c'est passé de l'intellect au corps.
Mais oui, par Donc, la pratique. Voilà. Comment, alors je reviens sur la question avec Genius Insight, comment vous avez eu l'occasion de valider, comment vous êtes venu à cette pratique, cette technique, comment vous l'avez expérimentée? Alors, comment je l'ai expérimenté? En fait, je suivais, sans le suivre vraiment d'ailleurs, depuis quelques années, j'avais regardé ce que faisait Manuel Sperling. Et en fait, il a donc un site qui s'appelle Bouger la vie, où il partage un certain nombre de choses. Et en fait, j'ai adhéré, une forme de résonance justement aux propos qu'il partageait. Peut-être comme j'ai pu adhérer à Immédiat quand j'ai regardé des vidéos sur Internet. Et un jour est arrivé dans ma boîte mail une forme de publicité pour cet outil-là. Il avait fait une conférence en ligne pour présenter l'outil, qu'il utilisait lui déjà depuis un certain temps. Et en fait, j'ai été séduite par sa façon de présenter les choses et par les possibilités qu'offrait cet outil. Et puis, j'étais déjà convaincue de la possibilité du fonctionnement à distance, puisque je le pratiquais déjà depuis un certain temps au niveau de la géobiologie. Donc voilà, et je me suis dit, en fait, cet outil pour moi. Alors, ce qui a été vraiment intéressant en plus, c'est que c'est un outil qui n'est pas verrouillé, comme peuvent l'être pas mal d'outils de biorésonance, où en fait, il y a des programmes à suivre, et on suit les programmes, et puis en fait, on ne détermine pas tellement notre libre arbitre et intention n'est pas si influente que ça, on choisit un programme, et puis voilà. Et là, en fait, dans cet outil-là, on peut enregistrer tout un tas d'autres données. Par exemple, alors moi, je ne suis pas fan de lithothérapie, mais si c'était le cas, je pourrais rentrer toutes les pierres et envoyer les fréquences des pierres. Wow. Je pourrais rentrer les fréquences des pierres, voilà. Mais donc, ça, c'est pas le cas. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai rentré toutes mes connaissances en géobiologie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux l'utiliser pour détecter des choses en fait au niveau de la géobiologie sur plusieurs espaces en même temps et du coup envoyer de l'information sur plusieurs espaces en même temps. Voilà. Ça m'a l'air assez bluffant. C'est ça qui m'a en fait peut-être vraiment parlé dans cet outil, et en plus c'est un outil qui est accessible. Parce qu'en fait les outils existants, justement technologie russe, etc., qui sont sur le marché depuis un certain temps, sont des outils qui valent 15 000 ou 20 000 euros. Et Genius Insight, c'est de l'ordre de... Enfin, si on achète l'application comme ça, c'est peut-être de l'ordre de 1 000 euros à peu près. Puis avec la formation, c'est 3 ou 4 000, enfin je ne sais plus. D'accord. Voilà. Donc c'est un outil extraordinaire et accessible. Alors, par rapport à ça, si je fais appel à vous et que vous utilisez cet outil, ce serait pour quel genre d'application par rapport à mes problématiques, blocage ou autre, ça serait de quel ordre? Pourquoi, par exemple, si le Feng Shui agit en agissant sur notre intérieur, pourrait faire résonance, agir dans notre intériorité, quel serait l'intérêt, si je puis dire, à ce que je vous appelle pour faire une séance avec Genius Insight? Alors, ça peut être une séance complémentaire, c'est-à-dire en fait accompagner le travail qui est fait en géobiologie et en Feng Shui, donc directement sur la personne. Donc ça, c'est pour les gens qui veulent, on va dire, qui vont bien, qui veulent aller mieux, aller plus vite. Donc la géobiologie, en fait, va peut-être pouvoir, pas la géobiologie, la biorésonance va pouvoir peut-être remonter le niveau de minéraux, de vitamines, et puis... c'est vrai, c'est un impact direct sur l'augmentation des minéraux et des vitamines en soi. Oui. Avec le temps, avec un certain nombre de séances, mais même sur une séance, on va avoir des impacts au niveau énergétique, donc qui forcément auront un impact au niveau physique. Oui, après, le nombre de paramètres et d'items qu'on peut utiliser dans la biorésonance, c'est énorme. Il y a tous les méridiens, il y a tous les points des méridiens. On peut utiliser des fleurs de bac, des huiles essentielles au niveau fréquence, de l'homéopathie, énormément de choses. Et voilà, et sinon après, par exemple, là j'ai le cas d'un client chez qui j'ai fait géobiologie et Feng Shui, et en fait qui a une maladie rénale grave. Ça fait
j'ai plus le nom en tête, en fait. C'est des kystes qui se forment sur les reins. Et donc, lui a envie d'essayer. Alors, en plus de tout ce qu'il a mis en place, parce qu'en fait, c'est un monsieur qui a mis en place un certain nombre de choses, notamment au niveau hygiène alimentaire, au niveau hygiène de vie, et puis bon, donc, il a fait aussi le feng shui chez lui. Et les séances, en fait, de biorésonance, en fait, on va pouvoir aller... informer des points très 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 précis au niveau rénal. Voilà. Et donc on va faire des séances comme ça de façon répétée une fois par semaine et on peut espérer avoir un impact positif sur les prochaines analyses qui seront faites au niveau physique. N'hésitez pas à me tenir au courant. Pour le coup, je suis vraiment intéressé là-dessus. Et oui, après j'ai d'autres exemples. Hein. J'ai suivi un petit garçon dysphasique. Donc c'est complètement différent en fait. C'était des problèmes de langage, donc il avait 5 ans, il parlait pas encore, il avait en fait un certain nombre de difficultés de communication du coup, et puis du coup beaucoup d'émotionnel et beaucoup de colère. Et en fait, donc c'est un enfant qui était suivi avec une auxiliaire, je crois qu'on dit auxiliaire de vie, auxiliaire, ou pédopsychiatre peut-être, je sais pas. Aussi, orthophoniste, etc. Et en fait, on a fait des séances pareilles. Alors là, c'est toutes les semaines, mais du coup, je voyais l'enfant une fois au cabinet, et en fait, on fait ensuite 3 séances à distance sans autre dispositif. Et il a fait des progrès énormes en quelques semaines. Voilà. Et du coup, sa maman est ravie. Et donc là, maintenant, on fait une séance par mois pour consolider et maintenir le résultat. Voilà. Et j'ai aussi le cas d'une cliente qui a eu une récidive de cancer du sein qui s'est transformée en fait en cancer de la plèvre. Et après, je dis pas que... C'est le petit miracle. Oui, non, voilà. Mais par contre, cette dame donc, est venue en séance toutes les semaines. Donc là, elle est venue en fait au cabinet et elle avait l'outil aussi qui lui permettait d'écouter les fréquences tous les jours. Et donc, les derniers résultats là, montrent qu'elle n'a plus du tout de taches et de traces au niveau de la plèvre, mais parce qu'on a ciblé vraiment ça spécifiquement, et aussi parce qu'elle a mis en place plein de choses elle-même, voilà, dans sa façon de s'alimenter, dans sa façon d'observer la vie, dans son émotionnel. Enfin voilà, elle travaille beaucoup. Ouais, sinon on voit la responsabilité est importante. Voilà. Ah bah oui, de toute façon, pour tout. Hein, je veux dire, après, justement, j'ai à cœur de ne pas non plus me positionner en sauveur, parce que d'abord, je ne le suis pas. Et parce qu'en fait, ces outils ou ces énergies passent par moi, mais voilà, c'est que ça. Alors, il y a aussi l'outil de la... alors, c'est de l'anglo-saxon, Reconnective Healing. Alors, il y a aussi la reconnexion. La reconnexion, il y a aussi Bazi. Alors, le Bazi, c'est l'astrologie chinoise. Donc, c'est complètement lié, en fait, Bazi, on dit. Et c'est complètement lié, en fait, au Feng Shui. D'accord, donc vous faites en plus de l'astrologie. Un peu, je manque de temps, en fait, pour en faire plus, j'aimerais en faire plus. Ah ouais, vous êtes vraiment à fond. Là, d'accord, alors, quand vous nous avez parlé du Genius Insight, je me dis déjà, bon, c'est un outil, waouh, ça a l'air d'être assez décapant. L'intérêt de Reconnective Healing. Alors peut-être que vous avez découvert Genius Insight en dernier, j'en sais rien. Oui, tout à fait. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant que j'utilise Genius Insight. Et en fait, la reconnexion et le Reconnective Healing ont été un intermédiaire. J'ai commencé donc en mars 2015 mon activité. Je me suis formée à la reconnexion en décembre 2015. Du docteur Eric Pearl. Voilà, parce que avec Eric Pearl, j'ai ressenti en fait un besoin d'avoir un outil justement ou des outils pour la personne. Et puis parce que aussi j'ai moi-même vécu la reconnexion en fait, et que chez moi ça a été vraiment un déclencheur. Extraordinaire en fait de plein de choses. Je l'ai fait. C'est une chose. C'était pour voir. Alors pour ceux qui connaissent pas, Dr Eric Pearl en quelques mots, qui il est, et puis la reconnexion, de quoi on parle. Alors le Dr Eric Pearl, c'est un Américain qui à l'origine est un chiropracteur et qui a en fait reçu de l'information d'une, je ne sais pas si on peut dire une bohémienne ou une gitane, et en fait a reçu de l'information pour permettre aux personnes de se reconnecter à leur être profond et à leur âme.
Voilà. Et donc il a mis en place un protocole. Donc le premier niveau, c'est d'abord avant la reconnexion, c'est le reconnective healing. Donc en fait, où c'est un, je ne sais pas si on peut dire une méthode ou une technique en fait que l'on va pratiquer sans toucher la personne, que l'on peut aussi pratiquer à distance. Et en fait, on est canal et porteur d'une énergie que l'on va amener à la personne sans forcément y mettre une intention particulière. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne va pas choisir de guérir un genou ou autre chose, mais en fait la personne va recevoir ce qu'elle a à recevoir du soin en question. Et la reconnexion, c'est pour les gens qui veulent aller plus loin et qui veulent vraiment faire une reconnexion à leur âme et à leur être profond. Voilà. Et pour moi, ça a été vraiment déclencheur de beaucoup de choses, d'une prise de conscience très importante, et notamment d'un accès, je dirais, à mon âme ou à mon être profond. Ouais. Alors comment ça s'est matérialisé? Parce que si je me permets, mais en même temps, c'est pour ceux qui nous écoutent, comme ça c'est peut-être un peu plus concret, à savoir qu'on pourrait penser que vous vous êtes reconnecté à votre âme dès le moment où vous avez décidé de vous lancer vers le Feng Shui, vous vous y êtes investi à fond, cela vous a permis de changer de carrière professionnelle. Je ne sais pas dans quelle mesure, parce qu'on n'en a pas parlé, dans l'impact que cela a eu sur votre vie personnelle. Donc, quand vous nous parlez de la reconnexion et que vous me dites que ça a été vraiment un moment charnière entre avant et après, enfin moi je me pose la question de dire, ah ok, si déjà il y a eu un avant et un après le Feng Shui, enfin, le Feng Shui étant l'axe charnière, quel peut être cet avant-après dont elle nous parle vis-à-vis de la reconnexion? Je dirais que c'est certainement un accès à des choses encore plus fortes, et notamment peut-être à un développement de mes capacités extrasensorielles, mais aussi à une autre compréhension de la vie. Et en fait, quand on se fait reconnecter, la vie qui se présente à nous est en fait vraiment le chemin de notre âme, et donc on a du coup accès à la bonne information, à plus d'informations, en tâtonnant moins. Voilà, donc je dirais, pour moi, ça a été une étape importante. D'ailleurs, je m'étais promis d'écrire tout ce que ça avait fait dans ma vie, ce changement avec la reconnexion. Certainement que ça m'a permis de davantage m'affirmer dans mon métier. Voilà, j'avais fait ce choix-là, mais est-ce que j'osais vraiment, en fait, aller de l'avant et me montrer, en fait, avec ça. Enfin, il y a eu beaucoup d'incidences. Voilà, je l'ai fait aussi à mon conjoint. Donc pour répondre à la question de tout à l'heure. Et notamment, il nous a fait une maison qui est très haute en énergie, on va dire, et très Feng Shui. Et il lui-même dit que s'il n'avait pas été reconnecté, il n'aurait pas fait quelque chose d'aussi joli, avec autant de plaisir. Parce qu'il a mis 3 ans, il l'a fait tout seul. Donc vraiment une maison... on l'adore. Heureusement. Et voilà, bon après, voilà, la reconnexion, ça peut amener à ce type de reconnexion à soi, voilà. Mais ça va être différent pour chaque personne. C'est là où je voulais en venir, parce que là, apparemment, c'est... On va pas se mettre à bâtir une maison tous. Ça serait peut-être trop beau. Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui se jetteraient sur la pratique si c'était le cas. Alors, vous dites que c'est différent pour chaque personne. Pour vous, ça s'est présenté, j'allais dire, d'une manière harmonieuse. Et quand je dis harmonieuse, bénéfique de prime abord. Seulement, s'il s'agit de se reconnecter à nos âmes, je vous donne un exemple. On pourrait penser que si demain je me reconnecte au chemin de mon âme, de ce pourquoi je suis venu ici, mais que j'étais assez éloigné au préalable du chemin de ce pourquoi je suis venu ici, si je pratique la reconnexion Dr Eric Pearl, il pourrait y avoir des chamboulements, des accidents, des événements qui soient, entre guillemets, de prime abord douloureux, même si par la suite ça serait bénéfique. Mais voilà, si je vous pose la question, c'est est-ce qu'il peut y avoir effectivement, suite à la reconnexion, une tempête qui se lève?
Alors, c'est pas ce que j'ai observé. En tout cas, toutes les personnes que j'ai reconnectées. Et moi, je dirais, alors c'est un peu mon mot, je dirais que, en fait, en général, ça se passe avec beaucoup de fluidité. Voilà. Mais c'est vrai que quand j'ai été formée, donc c'est des formations où on est très nombreux, hein, où il initie en fait beaucoup de personnes en même temps. La plupart des personnes vivent quelque chose de doux et de fluide. Certaines, effectivement, peuvent être amenées à quitter un job, à quitter un conjoint. Enfin voilà, ça peut arriver, mais voilà. Globalement, c'est quand même, c'est pas quelque chose qu'on va faire et puis on va partir en claquant la porte, en abandonnant sa femme, ses enfants ou son mari. Normalement, c'est plus doux que ça, mais après, tout dépend de ce qu'on attend aussi soi. Je veux dire, c'est de ce qu'on croit être vrai. Est-ce qu'on met une intention au moment où on vit la reconnexion ou pas? Non, à part l'intention d'être au plus près de soi. Ouais. Moi, je dirais que non. Je crois que j'en avais pas mise, vraiment. Et je crois même que quand je l'ai faite, j'ai été la faire à Montpellier, donc de Clermont à Montpellier, donc j'étais motivée quand même. Et même j'étais même pas du tout sereine à l'heure du rendez-vous parce que j'avais fait 300 km ou 350 km, j'étais un peu en retard et en fait j'ai mis relativement longtemps à me détendre. Ça se fait en deux fois et pourtant ça a très bien fonctionné. Voilà. J'aimerais, Olivia, que vous puissiez, parce qu'on arrive quasi à la fin de cette émission déjà. Oui, déjà. J'aimerais que vous puissiez nous dire dans quelle mesure est-ce que vous vous déplacez. Alors, je me déplace, je dirais, à 300-400 km autour de Clermont-Ferrand ou plus. Après, si je me déplace pour plus loin, j'aime bien pouvoir me déplacer pour 2 ou 3 études en même temps, par exemple. Voilà. Okay. Bien sûr, je ne me déplace pas pour une consultation. Enfin, je me déplace pour une consultation autour de Clermont-Ferrand. Voilà. Après, pour une étude, ce que vous pouvez voir sur mon site, une étude flash, voilà, je peux faire jusqu'à 300-400 km. Je suis obligée, bien sûr, de prendre des frais de déplacement. Et après, pour une étude encore plus approfondie, je peux me déplacer encore un petit peu plus loin, mais voilà. D'accord. La plupart, aujourd'hui, vous êtes la première que je reçois dans le cadre de cette émission. Je n'ai aucune idée du profil, si je peux dire ça comme ça, de votre clientèle. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus des hommes, des femmes, une clientèle d'ordre professionnel, pour peut-être les enfants? J'en sais rien. Parce que je fais la parenthèse sur les enfants, puisqu'on parle de la reconnexion. Est-ce que ça peut être intéressant vis-à-vis des études? Ou de venir à travers les différents outils que vous proposez par rapport justement au fait de trouver sa voie ou son chemin dans le cadre d'adolescents ou ce genre de choses? Ouais, alors on dit qu'on peut proposer la reconnexion dès l'âge de 10 ans, mais si l'enfant est demandeur, donc moi je ne l'ai jamais fait en fait sur des enfants. Après, je pense que ça peut être intéressant pour quelqu'un qui est en train de chercher sa voie au moment de jeune adulte qui a 20 ans ou 25 ans et qui trouve pas, ça peut être tout à fait intéressant de le faire en ayant toujours quand même à la conscience et à l'esprit que c'est quand même pas un outil magique et que notre libre arbitre, notre responsabilité est toujours aussi importante dans le processus. Ça, c'est vraiment important. Je ne sais plus, je crois que j'ai oublié une partie de la question. Oui, je parlais quel est le type de clientèle qui la plus souvent vient vous voir? Alors, je dirais que j'ai plus une clientèle de femmes, mais j'ai quand même des hommes aussi, plus de particuliers, mais il y a quand même des entreprises. J'ai quand même pas mal d'enfants sur les soins de biorésonance. Des couples? Alors des couples, oui, sur les maisons, souvent les 2 personnes sont investies dans le projet de la géobiologie et de la biorésonance. Alors après, ma clientèle va être soit des personnes qui sont sur un chemin de développement de soi, développement spirituel, et qui vont déjà bien et qui veulent aller encore mieux.
parce que voilà, on est tout le temps en évolution. Et sinon, après, en géobiologie, j'ai aussi beaucoup de personnes qui ont des pathologies lourdes, et qui, en fait, ont eu un parcours classique de médecine conventionnelle, et qui ont entendu parler des notions de point de croisement, réseau Hartmann-Curie, etc., et qui, en fait, se tournent un peu en dernier recours, en fait, vers la géobiologie. Ah oui, parce que ça, c'est... on n'a pas parlé de ça, justement, parce qu'on l'a vu avec Genius Insight sur certaines pathologies. Oui. Mais concernant la géobiologie, est-ce qu'un lieu peut aller jusqu'à... Rendre malade. Ouais. Oui, alors avec le temps, hein, parce qu'après j'essaye de ne pas faire peur dans ma pratique aussi, parce que c'est important. Mais par exemple là j'ai vu hier un couple donc de personnes relativement âgées qui ont une maison qui vibre pas si mal que ça, c'est-à-dire qui n'est pas plombée par ce qu'on peut appeler des entités, mais ça fait 23 ans qu'ils ont fait construire, et ça fait 23 ans qu'ils dorment sur un nœud, un point de croisement Curie-Hartmann. Et tous les deux ont développé un cancer. Donc, à la longue, oui, ça affecte l'organisme. Alors, après, ça va dépendre de l'âge qu'on a, de la vie qu'on mène aussi. Donc là, c'est des gens relativement âgés, donc on peut aussi imaginer qu'il y a d'autres facteurs, bien sûr. Mais c'est sûr qu'une personne jeune qui fait le job qui lui plaît, qui a de bonnes relations, une bonne alimentation, etc., va pas être tellement impactée, même par un nœud, un point de croisement, ou peu importe, une faille ou de l'eau, ou d'autres phénomènes. Mais en fait, plus on est fragile, donc dans l'enfance et souvent après un certain âge, et en fait, plus on va être impacté au niveau physique, donc au niveau pathologique. D'accord. Et c'est connu, en fait, il y a des lieux, comme ça, il y avait eu des études de fait, notamment dans l'Allier, il y a vraiment des quartiers, en fait, parce qu'il y a des lignes à haute tension, parce qu'il y a des antennes relais, maintenant les antennes relais, etc. Il y a vraiment des lieux qui sont vraiment chargés de risques de maladie. Vous pouvez faire quelque chose, parce que les antennes relais, l'électromagnétisme, oui. C'est en quoi, parce que là on parle d'énergie, j'allais dire dense, physique, matérielle, si on peut dire ça comme ça. Donc en quoi le maître Feng Shui que vous êtes peut... Je ne suis pas maître. Non. Comment on dit consultante ou experte, mais pas maître. Ah, il y a vraiment Oui, il y a ça, ouais. Ok, non, merci de préciser. Alors, dans quelle mesure est-ce que vous pouvez avoir un impact parce que on parlait justement de Feng Shui, sur le fait de pouvoir réagencer les énergies. Vous avez parlé de l'unité Bovis. Bovis, merci. Là, on parle d'électromagnétisme. Est-ce qu'on travaille sur le même plan? Enfin, en quoi ça peut avoir un impact? Oui, Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? En fait, en géobiologie, et pas en Feng Shui, par contre en géobiologie, en fait, on va pouvoir faire en sorte que les ondes électromagnétiques n'atteignent plus l'habitat qui a été en fait rehaussé énergétiquement. Donc en fait, on va avoir un impact sur la Wi-Fi, sur les téléphones, sur les ordinateurs, sur le micro-ondes, sur l'électropollution qui peut... sur les compteurs, sur les antennes relais. Oui, la géobiologie en fait peut neutraliser, voire même inverser la polarité des énergies en présence. L'électromagnétisme est toujours là, mais il est plus impactant en fait. Et oui, ce que je voulais dire aussi, si on a encore quelques minutes, c'est que en fait, même si on ne fait pas appel à un géobiologue ou à un consultant en Feng Shui, la qualité qu'on va amener dans sa propre vie, donc de par ses relations, de par le travail que l'on fait et le plaisir qu'on y prend, de par l'alimentation, l'amour, enfin voilà. En fait, plus on est vrai dans ce qu'on fait, et en fait plus on monte en vibration et plus on se protège de tout ça. Et d'ailleurs, ça se comprend bien parce qu'on a été élevé un peu aux pesticides quand même.
Et on est toujours en vie et toujours en bonne santé, ou un enfant un jeune qui va manger à McDo, par exemple, avec ses copains et avec un grand plaisir, et en fait, il ne va pas... Oui, ça a été prouvé par des études suisses, voilà. Donc oui, je confirme. Voilà. Donc peut-être la première chose à faire, c'est d'être au plus près possible de soi-même. Voilà, il faut juste trouver qui on est vraiment. Ça sera une bonne manière de clore cette émission. J'en ai une dernière. On pourrait peut-être penser, pour ceux qui nous écoutent, dire bon, bah, ça m'a l'air super. Enfin bon, ça ne doit pas être donné de faire une étude Feng Shui, c'est du temps, c'est précis, etc. Alors sans donner des tarifs à l'antenne, si je peux dire, parce que ça le ferait pas. Mais est-ce que pour vous estimez que c'est cher ? Est-ce que vous voyez éventuellement des arrangements potentiels avec les personnes qui viennent vous voir, je ne sais pas, payant plusieurs fois ou autre, enfin, j'en sais rien. Votre regard là-dessus ? Oui, effectivement, le Feng Shui, c'est une prestation qui est relativement chère, mais bon, je fais des ateliers, alors pour le moment, des ateliers qui sont en présentiel, donc dans le Puy-de-Dôme, mais peut-être que je serai amenée à faire ça par Internet à un moment, quand je vais développer mes compétences par rapport aux vidéos, donc c'est pas encore pour demain. Après, une consultation Feng Shui, ça reste abordable pour tout un chacun. Et après, effectivement, oui, j'accepte en général les paiements en plusieurs fois. Par rapport à la géobiologie, en fait, alors justement, j'ai différentes catégories en fonction en fait de la charge de la maison, voilà, que j'observe et sur laquelle je travaille. Et j'ai mis en place, parce que j'ai cet outil de biorésonance, justement ce que j'appelle de la géobiorésonance, où en fait pour le moment je le fais à mon cabinet, c'est-à-dire je reçois des personnes par groupe au sein du cabinet et on travaille ensemble sur les plans de chacun. Et donc la force du groupe plus la géobiorésonance permet en fait, et vraiment les résultats sont là, hein, voilà, permettent de travailler sur 5 ou 6 maisons en même temps. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de développer sous forme de webinaire, où en fait je pourrais... c'est super, bien sûr. Ça permettra d'avoir une prestation accessible à tout un chacun, une prestation qui a un certain coût quand même. Bien sûr, voilà. Oui, je comprends. Ouais. Donc ça sera très vite... mis en place. Voilà. Et une petite dernière chose aussi, s'il y a des personnes qui veulent en savoir plus, notamment sur la géobiologie, en allant sur mon site, il y a un e-book que je viens de mettre en ligne qui décrit bien tout ce que fait la géobiologie. Voilà. Super, il est sur la page d'accueil ? Je ne suis pas sûre, mais dans la boutique, en fait, au niveau des produits, il est offert. Ok. Il est à plusieurs endroits. Téléchargeable gratuitement en plus. Oui. Super. Qu'est-ce que je voulais dire ? On arrive à la fin de cette émission. Je vous rappelle le site internet Olivia de Raucourt, RAUCOURT, Olivia de Raucourt, toutattaché.com. Vous avez sur la page Facebook, la page d'Immédiat, qui lui est consacrée, toutes les informations, à savoir sa page Facebook, son site internet, son numéro de téléphone et son email. Donc n'hésitez pas à aller sur la page d'Immédiat qui lui est consacrée pour avoir toutes ces infos-là si vous avez besoin. Et sinon, Olivia, vous pouvez la contacter. Si vous avez des questions, elle est là pour y répondre. Donc n'hésitez pas, là aussi. Olivia, un grand merci pour ta présence, pour nous avoir permis de découvrir une vision, un art de vivre qui est peu commun et dont on ne parle pas, même si quelque part, je pense que toutes ces différentes traditions parlent exactement de la même chose. En tout cas, celui-ci manquait à la palette pour les thérapeutes d'Immédiat. Donc, je suis ravi de t'avoir accueilli pour que tu aies pu nous en parler. Là aussi, où je trouve à quel point c'est magnifique la période dans laquelle on vit, c'est en l'espace de 10 ans à peine, de voir le changement qui a été le tien et de la manière dont tu l'as intégré. Parce que ça, c'est le plus important, que ça ne reste pas dans la tête. Et c'est impressionnant de voir à quelle facilité tu en parles, comme si c'était une évidence pour toi. C'est devenu une évidence. Oui. Donc voilà, pour tous ceux et celles qui peut-être aujourd'hui hésitent à changer de vie, je crois que Olivia est là pour vous dire, si c'est votre cœur qui parle, eh bien, n'hésitez pas, ça peut aller très très vite, surtout si vous ne mettez pas trop de freins au changement. Bon, je veux dire que vous avez été habitué à être assez souple de ce côté-là, mais quand même. Donc, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Merci de nous avoir suivis. Olivia, qui sait, à une prochaine. Oui, merci beaucoup Laurent et merci à tous.
À bientôt au mois prochain. Oh, parenthèse, je vous rappelle, cette émission sortant au mois d'octobre, je pose la question, Olivia, est-ce qu'il y a de l'événementiel, des conférences ou autres, des salons sur lesquels on peut te retrouver? Il y a un salon à Clermont-Ferrand et je crois que c'est le 22 octobre, j'en suis pas sûre. Je vais regarder. Salon biotonique. Donc, biotonique, voilà. À Clermont-Ferrand. Ouais. C'est la salle des fêtes. Non, c'est au Polydôme de Clermont-Ferrand. Donc le 22 octobre. Donc cette émission sortant aux alentours du 15 octobre, ça vous donnera l'occasion donc de voir pour tous ceux et celles qui sont du côté de Clermont-Ferrand, et bien de retrouver Olivia. Est-ce que tu confirmes le 22 ou c'est pas marqué? Non, je ne confirme pas en fait. Bon, en tout cas, Internet est là, vive Internet. Oui, voilà, sur Internet, ce sera noté. N'hésitez pas à aller voir donc le nom du salon. Biotonique. Biotonique, ok. Voilà, c'était juste le petit info qui manquait. Merci à vous tous, au mois prochain, à bientôt.